Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire ce soir, le pape François poursuit son voyage apostolique au Mexique. Hier, c'est en terre indigène qu'il s'est adressé à des familles menacées par l'isolement et la solitude. Nous y revenons dès le début de ce journal. Alors que la situation se dégrade de jour en jour en Syrie, nous entendrons le chercheur Frédéric Pichon de retour de Damas. Dans le diocèse de Nanterre, 200 adolescents cheminent vers le baptême. Dimanche, ils ont reçu l'appel décisif par leur évêque, une première dans ce diocèse pour des jeunes. Dans notre dossier, nous parlerons des conséquences d'une nouvelle technique qui permet de modifier le génome humain, une avancée dans la recherche mais qui pose de vraies questions éthiques. Comme nous le dira notre invitée Blanche Streb, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des études d'Alliance Vita, on en reparle tout à l'heure. On commence avec le pape François qui poursuit son voyage apostolique au Mexique. Aujourd'hui, il est à Morelia, à l'ouest du pays, l'une des régions les plus frappées par la violence. Juste après cette édition, vous pourrez vivre en direct sur notre antenne le temps fort de cette journée, la rencontre du Saint-Père avec des jeunes. Et hier, le pape était en terre indigène au Chiapas, où il a rencontré des familles menacées par l'isolement. Devant 40 000 personnes, dans le stade de la ville de Tuxtla Gutiérrez, le Saint-Père a écouté des témoignages. Il a ensuite encouragé les familles à prier la Vierge de Guadalupe. Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar a una familia y sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort. Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a familia con rostros maquillados que no han sabido de ternura y compasión. Vous pouvez bien sûr revoir toutes les célébrations et les moments forts de ce voyage apostolique sur notre site internet. Un voyage, vous le savez, qui a commencé par une escale historique à Cuba. Vendredi, pour la première fois depuis le schisme de 1054, un pape et un patriarche de Moscou se sont rencontrés. Après un entretien privé de 2 heures, le pape François et le patriarche Cyril ont signé une déclaration commune. L'un des principaux thèmes portait sur la situation des chrétiens d'Orient. Le frère Franck Lemaître du Conseil pontifical pour la promotion des chrétiens revient pour nous sur cette déclaration. Dans cette déclaration, le patriarche de Moscou et l'évêque de Rome prennent l'engagement de l'unité, de travailler ensemble au témoignage commun de l'Évangile. Ils signalent les difficultés concernant les églises catholiques orientales ou la situation en Ukraine qui ont pu rendre cette rencontre difficile dans les derniers temps. Il y a aussi dans cette déclaration ce qui n'est pas dit, par exemple l'encouragement à prier ensemble pour les orthodoxes russes et les catholiques. Ce qui est important, c'est de ne pas en rester à la relation bilatérale. Il faut que cette rencontre historique, elle serve, elle soit au bénéfice de l'unité de tous les chrétiens. Je pense qu'on peut compter sur le pape François, son sens de la catholicité, pour que l'horizon de l'unité de tous les disciples du Christ soit celui pour lequel nous travaillons. En Syrie, la situation dans le pays se dégrade de jour en jour. Hier, au moins une 50aine de civils ont été tués. 5 établissements médicaux et 2 écoles ont été bombardés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme et la Turquie dénoncent des bombardements russes. Les pourparlers de paix en Syrie, qui devaient reprendre à Genève en fin de semaine, semblent compromis. Explication avec Frédéric Pichon, spécialiste de la Syrie, tout juste rentré de Damas. Les Russes sont en train d'instaurer un rapport de force qui, il faut bien le dire, est tout à fait favorable à Damas. Et les développements récents montrent quand même que la politique occidentale est prise à son propre piège, c'est-à-dire que la Turquie est en train de bombarder, par exemple, des unités kurdes que la France et les États-Unis soutiennent depuis plus d'1 an. Et c'est là que, si vous voulez, les choses deviennent beaucoup plus claires. Le double jeu de la Turquie, en particulier, et de l'Arabie Saoudite sont là mis au jour. La paix viendra lorsque tout le monde aura accepté effectivement de lucidement faire en sorte que le bain de sang s'arrête. Mais je ne crois pas que ça passera par une chute d'Assad. Personne n'y a intérêt, on n'a pas de plan B, ou plutôt on sait très bien qui le remplacera si jamais il venait à tomber.
Aujourd'hui, le diocèse copte orthodoxe de Saint-Malo en Égypte a célébré la première commémoration du martyre de 21 coptes égyptiens assassinés en Libye il y a un an par des djihadistes de l'État islamique. Plusieurs hommages ont été rendus au cours de célébrations. En Afrique, au Burundi, plusieurs attaques à la grenade ont visé hier des quartiers de la capitale Bujumbura. Un enfant a été tué. Le jour même, l'Union européenne a annoncé qu'elle allait prendre des mesures en suspendant son aide financière et appelle le gouvernement à dialoguer avec l'opposition. Les Burundais doivent s'appuyer sur la déclaration des droits de l'homme pour sortir de la crise qui agite le pays depuis 10 mois, selon le père Mani Rambona, prêtre burundais. Les droits de l'homme en Europe sont déjà un acquis. Mais je pense que c'est un acquis que la communauté européenne, l'Union européenne pourrait partager avec les Burundais pour les aider à s'ouvrir à ces droits, savoir qu'il y a des droits qui existent et que la liberté de l'un s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Je pense que s'il y a des conflits aussi, ça va dans ce sens. Sur place, les gens se disputent, mais chacun voyant son intérêt, voyant ce qu'il craint. On a évoqué par exemple la notion de génocide. C'est une notion qu'on connaît beaucoup et que malheureusement on risque d'exploiter. Alors il faudrait que la communauté internationale puisse aussi participer à éviter l'amalgame, parce que ce n'est pas tout massacre qui doit être qualifié de génocide. En France, le diocèse de Lyon doit faire face au passé d'un prêtre pédophile accusé d'attouchement aggravé sur des scouts mineurs entre 1986 et 1991. Le prêtre est aujourd'hui mis en examen. L'association qui regroupe les victimes, La Parole Libérée, a annoncé hier vouloir porter plainte contre l'archevêque de Lyon. Elle reproche au cardinal Barbarin de n'avoir pas dénoncé les faits à la justice dès 2007, date à laquelle il dit avoir été au courant des agissements commis par le prêtre dans les années 80. La semaine dernière, le cardinal Barbarin s'exprimait au micro de nos confrères de RCF Lyon, une interview réalisée par Philippe Lansac. Moi, pourquoi je n'ai pas dénoncé? Parce qu'il y a prescription canonique, j'aurais pu faire un procès canonique. Il n'y avait pas de plainte d'aucune des victimes. Ensuite, du point de vue canonique, c'était des faits anciens. Ils avaient déjà, quand j'apprends les choses, plus de 15 ans ou 16 ans. Et en 2014, pour la première fois, une victime s'adresse à moi. On a vraiment des échanges et il m'explique ce trouble profond. Il me dit, je sais très bien que j'aurais dû porter plainte avant 38 ans, mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, les faits sont prescrits. Et pourtant, c'est une grande révolte à l'intérieur de moi. Tout à fait compréhensible. Alors à ce moment-là, je consulte Rome. Et Rome me répond en disant, non, il vaut mieux arrêter tout ministère, même si les faits sont très anciens et prescrits. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, quand les délais sont arrivés, à ce moment-là, on a arrêté son ministère, sa fonction de curé. Après, il se retirait sans ministère maintenant. Si la justice civile dit qu'il y a prescription, je demanderai à Rome la levée de cette prescription pour qu'il y ait un jugement canonique qui soit fait et une condamnation qui soit exprimée, parce que je crois que la justice, elle fait la paix, si vous voulez, à l'intérieur de la société et dans les cœurs. Et donc un jugement qui est rendu, ça dit une vérité, et ça c'est quelque chose qui libère. C'est Benoît XVI qui avait obligé à dénoncer les cas de pédophilie aux autorités civiles en 2001. Alors cardinal, il avait envoyé un texte aux évêques du monde entier sur le sujet. C'est ce qu'a rappelé hier au Vatican dans une déclaration la commission pontificale de la protection des mineurs, présidée par le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston. Dimanche, dans le diocèse de Nanterre, 200 adolescents qui se préparent au baptême ont reçu l'appel décisif par Monseigneur Petit, l'évêque du lieu. Cette grande étape, célébrée chaque année le premier dimanche de Carême, est normalement réservée aux adultes. C'est à l'église Stella Matutina, dans la commune de Saint-Cloud, que la célébration a eu lieu. Parmi les jeunes, âgés de 11 à 17 ans, Lucas, notre journaliste Caroline Potier, l'a suivi pour cette journée. Des moments de complicité comme celui-ci, Lucas et Amanda seront amenés à en vivre régulièrement. Ce collégien de 13 ans a choisi cette jeune femme comme marraine. En ce premier dimanche de Carême, il s'apprête à exprimer son désir de conversion. Un projet mûrement réfléchi pour lequel il a déjà de nombreuses attentes. En allant régulièrement à la messe, il y a quelque chose que j'ai beaucoup envie de faire, c'est en fin de cœur. Dès que je serai baptisé, ce sera une des premières choses que je vais faire. Je pourrai demander pardon à mes péchés et à Dieu. Je pourrai aussi recevoir le sacrement du malade. Je vais me rapprocher de Dieu aussi.
Pour sa mère, qui a préféré lui laisser le choix, cet appel décisif est la première étape du chemin de foi de son fils. Il se trouve que son papa est de confession musulmane et donc par respect en tant qu'enfant et individu et par rapport à l'éducation que moi-même j'ai reçue, je m'étais dit je ne veux pas lui imposer une religion. Je lui ai toujours permis de partager tout ce qui apportait du bonheur et de la joie. Je pense aussi que lui-même, ça peut-être lui a apporté quelque chose qui lui a donné envie d'aller au-delà de juste être un participant, mais être acteur aussi. Tout comme Lucas, ce sont environ 200 adolescents qui ont répondu à l'appel décisif dans l'église Thala Matutina de Saint-Cloud. Une première pour le diocèse de Nanterre qui a voulu ainsi approfondir la démarche vers le baptême. Le baptême, c'est pas seulement quelque chose d'individuel, de personnel. C'est un baptême dans l'Église. Et en recevant cet appel décisif, on montre bien que la dimension est une dimension d'Église. Chacun d'entre nous est appelé par son nom, de manière personnelle et unique, mais en même temps, nous sommes appelés à constituer le corps de l'Église. Une démarche habituellement réservée aux adultes. Chaque année, ce sont plus de 160 catéchumènes qui demandent le baptême sur les 81 paroisses que compte le diocèse de Nanterre. Dimanche, c'était aussi la Saint-Valentin. Une vingtaine de couples du diocèse d'Avignon ont choisi de vivre la fête des amoureux avec l'opération Saint-Valentin autrement. Elle a été proposée dans toute la France par 9 mouvements d'église. À Avignon, un dîner en tête-à-tête était bien entendu au programme, mais pas seulement, comme l'a constaté notre journaliste Olivier François. Vous pouvez noter... Raphaël et Marie, mariés depuis 8 ans, animent ce soir un repas de Saint-Valentin, pas comme les autres. Au menu, des astuces pour mieux aborder les problématiques liées au couple. Même si c'est traité très rapidement, là, c'est 2-3 lignes, mais en fait derrière il y a de vrais sujets qui peuvent vous pousser après à la réflexion entre eux, de se dire oui c'est vrai, on en est où sur ce point-là, te rappelles on avait parlé il y a voilà, et puis au final qu'est-ce que ça donne? Topos et jeux viennent combler les moments d'attente entre les plats. Des sujets tels que la sexualité, la prière et la communication en couple sont abordés par Raphaël et Marie, puis évoqués en amoureux. Une soirée de Saint-Valentin inhabituelle pour ces couples chrétiens, même si chacun d'eux a gardé la liberté de vivre la soirée comme il l'entendait. Ce qui était bien, c'est que oui, il y avait des choses différentes, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de prendre un chemin qui était celui des textes, et qu'il y avait des activités. Et nous, on a fait à notre sauce, quoi. Donc, je pense que toutes les personnes qui ont passé la soirée se la sont appropriées, voilà, avec des parcours divers, et ça, c'était bien. Le plus important, ce tête-à-tête exclusif où les conjoints s'attellent à nourrir leur couple. Une soirée comme ça, pour nous, répond à un besoin actuel, où on a besoin de prendre du temps de qualité, on a besoin de se retrouver, on a besoin d'être à deux. Et on a besoin aussi de nourrir l'âme, parce que le corps et la psycho, c'est bien, mais si on ne nourrit pas l'âme, c'est une coquille vide. Plus de 70 activités proposant une Saint-Valentin autrement ont réuni plus de 1000 couples à travers la France, permettant ainsi un moment d'intimité passé à deux sous le regard du Christ. Des amoureux se sont aussi retrouvés au sanctuaire de Lourdes ce week-end. 250 couples ont renouvelé leur sacrement de mariage en présence des reliques de Louis et Zélie Martin. Samedi, une veillée a rassemblé 500 personnes à la basilique Notre-Dame du Rosaire. Témoignage. Une Saint-Valentin différente pour nous renouveler dans notre amour et c'est ça en fait, c'était vivre autre chose, trouver autre chose pour la Saint-Valentin. On a une famille avec 7 enfants, donc ça, on a vraiment besoin de se redire notre amour et de prendre du temps l'un pour l'autre. On allait se présenter devant la Sainte Vierge ou le Christ et devant un prêtre et on se redisait un échange de consentement qui nous venait du cœur, c'était pas forcément celui du mariage. Voilà. Nous on s'est redit presque les mots du mariage en se redisant je te rechoisis comme époux, je me redonne à toi pour t'aimer, te chérir encore et toujours pour la suite de notre vie. Voilà, et c'était devant Dieu et puis le prêtre nous a bénis. Et après, il nous a offert une prière de Louis et Zélie Martin. Et après, on est allé auprès des reliques de Louis et Zélie Martin pour confier nos intentions, la suite de notre chemin. Et on continue notre édition avec notre chronique Vue de Rome. Cette semaine, Bénédicte Luto nous parle de l'échange de lettres entre le pape Jean-Paul II et une amie philosophe. Bonjour. Décidément, la nouvelle a fait le buzz sur les réseaux sociaux et les médias du monde entier. Jean-Paul II aurait eu une relation d'amitié intense, voire amoureuse, avec une femme mariée. C'est d'abord la BBC qui a fait cette révélation fracassante, affirmant avoir consulté des centaines de lettres du pape polonais à la philosophe américaine Anna Teresa Timienenka.
Cette amitié de plus de 30 ans serait devenue au fil des années plus intime, selon la BBC. Pourtant, la nouvelle est loin d'être un scoop, comme le rappellent les biographes de Jean-Paul II. Bernard Lecomte, sur son blog, rappelle par exemple que cette femme est mentionnée dans toutes les biographies du pape. Qu'elle fut d'abord intéressée, puis fascinée, puis amoureuse de lui n'a jamais fait aucun doute, explique Bernard Lecomte, tout comme le fait que le cardinal Wojtyla ait gentiment mais fermement résisté à ses avances. Un autre biographe de Jean-Paul II, Luigi Acatoli, a lui aussi tenu à rétablir la vérité. Si dans ses lettres, cette femme ne cachait pas ses sentiments, le cardinal Wojtyla, au contraire, essayait toujours, explique-t-il, de donner une dimension culturelle et spirituelle à leur rapport. Le biographe rappelle d'ailleurs que le pape a eu une autre relation d'amitié avec une femme, la psychiatre polonaise Wanda Poltawska. Pour lui, le pape a toujours su maintenir ses relations avec les femmes sur le plan de l'amitié. D'ailleurs, Jean-Paul II a même écrit une lettre au prêtre sur le sujet, intitulée « Le prêtre et la femme ». Luigi Acatoli a aussi fait réagir le secrétaire du pape polonais, le cardinal Dziwisz, qui a assuré que Jean-Paul II avait toujours été un homme extrêmement pur, libre et transparent. Il n'empêche, la nouvelle a tellement fait le buzz que le Vatican a lui-même tenu à réagir. Le vice-président du bureau de presse du Saint-Siège, Greg Burke, s'est ainsi fendu d'un communiqué. Ce n'est pas une grande révélation que Jean-Paul II ait eu de profondes amitiés avec un grand nombre de personnes, hommes comme femmes. Il n'en reste pas moins vrai que Jean-Paul II était un homme fascinant pour un grand nombre de femmes qui lui ont longtemps tourné autour. Comme l'a rappelé la Bibliothèque nationale polonaise, cette relation du pape avec cette philosophe américaine n'était donc ni confidentielle ni exceptionnelle. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Bénédicte. Il est temps pour nous de retrouver notre invité. Aujourd'hui, on va parler bioéthique avec une nouvelle technique, pas encore parfaitement opérationnelle, mais qui laisse entrevoir des perspectives vertigineuses en matière de recherche. C'est le CRISPR-Cas9. Alors, c'est un petit peu compliqué à prononcer, mais Blanche Streb, directrice des études d'Alliance Vita, va tout nous expliquer aujourd'hui. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle technique de modification de génome humain ? Alors, le CRISPR-Cas9, c'est une technique de génie génétique qui consiste de manière assez simple, finalement, à couper le génome d'une cellule, à couper l'ADN d'une cellule végétale, animale ou humaine. Et en fait, ça fonctionne avec une enzyme, Cas9, qui est paramétrée, qui a une sorte de tête chercheuse pour, une fois intégrée à une cellule, venir reconnaître un morceau d'ADN qu'elle va pouvoir couper. C'est un peu comme du traitement de texte, finalement, c'est aussi simple que ça. On peut couper un mot et le déplacer, l'ajouter ailleurs. Alors, cette nouvelle technique, qu'est-ce qu'elle va permettre à l'avenir ? Alors, elle ouvre des perspectives en termes de thérapie génique qui sont absolument, j'ai envie de dire, fabuleuses. On peut, avec cette technique, et il y a beaucoup de travaux déjà en cours, espérer aller soigner des maladies génétiques comme la myopathie de Duchenne, comme des maladies dégénératives de l'œil et d'autres pathologies. Il y a beaucoup de recherches en cours sur cette technique du CRISPR-Cas9. Et est-ce que ces techniques aujourd'hui, elles sont encadrées ? Alors, ces techniques, quand elles touchent à la thérapie génique, sont encadrées s'il y a des essais cliniques, elles sont encadrées comme n'importe quel type de recherche. Et elles ne posent, à vrai dire, pas vraiment de problématiques éthiques. Là où le problème éthique vient se présenter à nous de manière assez vertigineuse, c'est si on imagine aller utiliser cette technique sur l'embryon humain ou sur des gamètes. C'est là que se joue vraiment l'enjeu éthique de cette technique et c'est là où nous lançons un vrai appel. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Alors justement, vous vous intéressez depuis le début à cette nouvelle technique et vous tirez une sonnette d'alarme. Quelle est-elle ? Alors, en effet, l'Angleterre déjà a autorisé la modification du génome d'embryons humains, même si ces embryons seront détruits. C'est des embryons issus de fécondation in vitro qui sont utilisés. Et effectivement, nous tirons une sonnette d'alarme parce que c'est tout à fait imaginable, et cela sera sans doute fait, que ces techniques soient appliquées à l'embryon ou à des gamètes. Et là, les enjeux éthiques sont très, très importants parce que cela fait émerger la perspective du bébé à la carte. Parce que si nous allons
modifier le génome d'un embryon pour lui retirer une pathologie, ou on pourra aussi choisir d'intégrer un caractère. Et les enjeux sont les suivants. Il y en a plusieurs, mais le premier est que si nous modifions un embryon humain au stade de quelques cellules, nous ne saurons pas si cette technique va vraiment être efficace ou va en tout cas marcher sur chacune des cellules. Nous pourrons faire un diagnostic préimplantatoire pour prélever une cellule et vérifier si la technique a fonctionné, mais on ne pourra pas vérifier chacune des cellules. Et donc cet embryon, s'il est implanté dans un utérus en vue de faire naître un enfant génétiquement modifié, nous ne saurons pas finalement si toutes les cellules sont modifiées. C'est ce qu'on appelle un effet mosaïque, et c'est cet individu lui-même, ainsi créé, qui sera le propre cobaye de cette technique dont il a entre guillemets pu bénéficier. Et c'est seulement son état de santé, son développement futur qui nous montreront ce que les implications de cette technique. Donc c'est une technique qui fait de l'être humain son propre cobaye. Et puis également, le deuxième très gros enjeu éthique, si on modifiait un embryon humain en vue de le faire naître, c'est que ces gamètes seront également génétiquement modifiés. Les ovules pour une femme, les spermatozoïdes pour un homme. Et en ce cas-là, cette modification génétique va être transmissible de génération en génération, avec des perspectives tout à fait méconnues et qui vraiment posent des questions éthiques très importantes à l'humanité aujourd'hui. Ça peut être quoi les risques, ces perspectives méconnues justement ? Eh bien, il y en a de nombreuses, et le principal, il a d'ailleurs été soulevé par un scientifique que nous avons suivi, qui s'est exprimé au colloque de Washington en décembre récemment, qui nous explique très bien que lorsqu'on éteint un gène, on ne sait pas si ça ne va pas prédisposer à une autre pathologie. Et donc c'est vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le génome est d'une très grande complexité. Nous ne pouvons pas nous résumer à un simple code-barre. C'est bien plus compliqué que cela, et il y a tout ce qu'on appelle l'épigénétique qui régule notre génome. C'est tout notre mode de vie, notre hygiène de vie, nos comportements qui jouent sur l'expression des gènes. Et finalement, aller éteindre un gène pour fabriquer de toutes pièces un être humain exempt d'une maladie, par exemple, eh bien, peut-être que ça le prédisposera à d'autres pathologies. Et là, finalement, ce sera presque un test sur mesure sur l'individu qui sera ainsi créé. C'est vraiment une perspective assez inquiétante. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, des enjeux financiers, par exemple, autour de cette nouvelle technique ? Alors, bien sûr, la recherche, il y a toujours des enjeux financiers, c'est évident. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui va être perspective de recherche, d'améliorer nos connaissances, nous pouvons vraiment l'encourager. Et tout ce qui va être perspective aussi d'amélioration de thérapie génique, c'est vraiment une perspective à encourager. Donc, il y a des enjeux, bien sûr, financiers, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Vraiment, l'alerte, elle est éthique. Allons-nous accepter d'aller modifier d'aller toucher à la vie même, de modifier l'être humain, la nature même de l'être humain. C'est une question qui se pose aujourd'hui à l'humanité de manière très pressante. Donc en quoi, pour vous, au fond, elle est bien cette technique, mais jusqu'à quel point ? Alors la technique, effectivement, ne pose pas de problème éthique, c'est l'application qu'on va en faire. Et là, ça nous appelle à réfléchir au progrès, un progrès qui doit être choisi, raisonné et partagé, et un progrès en tout cas qui amène plus de solidarité, plus de justice. Et là, sur les perspectives non éthiques d'aller modifier le génome humain, on en est vraiment très loin. Alors aujourd'hui, justement, vous alertez les médias, vous alertez l'opinion publique. Est-ce que vous êtes entendu ? Alors, c'est vrai qu'en France, le débat n'a pas encore beaucoup émergé. Néanmoins, il faut quand même dire qu'il y a eu beaucoup de moratoires qui ont été déjà produits. Il y a eu un moratoire fait par des scientifiques eux-mêmes. Donc là, c'est tout à fait inédit. Des scientifiques qui eux-mêmes disent à la communauté internationale « Arrêtez-nous parce que là, on ne sait plus vraiment ce qu'on fait ». Et puis, il y a eu une lettre ouverte aussi de plusieurs centaines de scientifiques qui a été signée également. Et puis, le plus important, peut-être, celui qu'à Alliance Vita, nous relayons parce que nous y adhérons complètement, c'est l'alerte faite par l'UNESCO qui, il y a quelques semaines seulement, a édité un rapport sur cette question du CRISPR-Cas9 et qui fait référence à son rapport de 2005 qui nous dit que le génome humain fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Et l'UNESCO, bien sûr, nous alerte sur ce patrimoine que nous devons protéger pour le transmettre aux générations futures. Et l'UNESCO, dans ce rapport, nous dit que nous avons, avec cette technique,
un risque très grave de mettre en péril la dignité humaine, la dignité égale à tous les êtres humains, et de faire ressurgir l'eugénisme. Voilà, c'est toute la question du bébé à la carte qui est une question eugénique. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Tout de suite, retrouvez le flash d'Étienne Loraillère depuis le Mexique, avant la visite du pape en direct à Morelia. Excellente soirée sur KTO.